Les carnivores sont conçus pour être carnivores, car ils possèdent des dents puissantes, des canines, et peuvent vous déchiqueter. Voici quelques renards. Un scientifique russe du nom de Dmitri Balaïev a étudié le processus de domestication des renards. Il a capturé un certain nombre de renards, puis a commencé à les domestiquer et à sélectionner les petits qui étaient les plus à l'aise avec les humains. Ensuite, en l'espace de quelques générations, environ 8 générations, il a eu des portées de renards dont les petits interagissaient avec les humains. Après environ 13 générations, ils étaient devenus semblables à des chiens. Ils se couchaient aux pieds de leur maître, demandaient à manger lorsqu'ils avaient faim, léchaient leur propriétaire. Et un changement remarquable s'opéra chez ces créatures. De plus, lorsqu'il a analysé les niveaux hormonaux, il a constaté que les glandes surrénales avaient diminué de taille. Les niveaux d'adrénaline étaient plus faibles. Les animaux n'étaient plus aussi agressifs. Et les niveaux de sérotonine dans le cerveau ont plus que doublé. C'est très intéressant. Chez les schizophrènes, les niveaux de sérotonine sont très bas. C'est pourquoi un psychiatre prescrira des médicaments pour augmenter les niveaux de sérotonine, ce qui permettra au patient de retrouver son calme. Si les niveaux de sérotonine sont bas, il peut se montrer très violent. Il s'agit donc d'un changement social chez l'animal. Était-ce une évolution ? Certainement pas. Si vous pouviez le modifier simplement en sélectionnant la capacité génétique en quelques générations seulement. Ce n'est pas de l'évolution. Il s'agit plutôt de la désactivation de certains systèmes et de l'activation d'autres afin de se rapprocher davantage de ce qui existait à l'origine. Si l'on prend l'exemple des carnivores, voici un ours, classé comme carnivore, qui se nourrit de poissons ici. Mais dans le nord, la migration des saumons est très rapide. Et heureusement pour l'ours, lorsque la migration des saumons a lieu, c'est juste au moment où la neige fond et où il n'y a pas d'autre source de nourriture dans les environs. Cependant, que consomment les ours le reste de l'année? Voilà, des baies et de l'herbe. Et l'herbe succulente, c'est son alimentation. En fait, plus de 80%, parfois 86% de l'alimentation d'un ours est constituée de végétation verte et de baies. Il est en réalité appelé ours parce qu'il se nourrit de baies. Maintenant, que se passerait-il si les changements saisonniers que nous connaissons aujourd'hui n'existaient pas? L'ours devrait-il manger autre chose que les baies, les herbes et les aliments dont il dispose actuellement? Oui ou non? Évidemment non, car il a les moyens de tuer. Cela signifie-t-il qu'il a été conçu pour tuer, oui ou non? Non, vous avez un panda. Il est classé parmi les carnivores. Que mange-t-il? Du bambou. C'est son régime alimentaire. Il existait autrefois de nombreuses variétés d'herbes qui ont aujourd'hui disparu, de nombreuses espèces de cicadales, de nombreuses espèces de fougères qui n'existent plus aujourd'hui, ne sont visibles que dans les archives fossiles. Soudain, une grande variété d'aliments a disparu. Que font les animaux? Si elles rencontrent ce problème, elles peuvent soit renoncer à vivre, ou bien ils changent leur mode de vie, et ceux qui ont les moyens de s'adapter sont ceux qui survivent. Ainsi, le koala ne se nourrit que d'eucalyptus et s'en sort très bien. En réalité, il passe 80% de sa vie à dormir, ce qui indique qu'il est suffisamment nourri. Il fait ensuite une autre sieste, et si on ne lui donne pas d'eucalyptus, il meurt. C'est tout. C'est la seule chose qu'il mange. Voici un panda roux dans un zoo australien et le panneau indique. Les pandas roux sont classés comme carnivores, mangeurs de viande, mais leur régime alimentaire est principalement composé de bambou. Cela doit être très décevant pour le monde scientifique, car ici, soudainement, les créatures ne se comportent pas comme elles le devraient. Voici un poisson. Très intéressant, n'est-ce pas? Si vous observez un poisson, vous constaterez qu'il possède une vessie, des intestins, un foie, un cœur, des branchies, des reins, toutes sortes de structures intéressantes.
Dans ce rein, il y a une structure appelée glomérule. Il s'agit d'un petit filtre efficace où le sang circule et est pompé à haute pression, ce qui permet de filtrer le liquide qui s'accumule ici avant d'être éliminé. Vous éliminez les sels et vous les expulsez ensuite dans l'urine. La structure du rein du poisson est remarquable. Cependant, les poissons vivant en mer rencontrent un problème majeur. Comme leur concentration en sel est inférieure à celle de la mer, ils perdent constamment de l'eau par osmose. Cette structure représente une véritable calamité pour eux. Ils la désactivent donc et elle ne fonctionne plus. Par conséquent, les poissons ont dans leurs reins des structures qu'ils n'utilisent jamais. Pourquoi développeraient-ils une structure qu'ils n'utilisent jamais? Et la science est constamment confrontée à cette question. Les poissons ont-ils évolué en eau douce ou en eau salée? Étant donné que la mer est beaucoup plus vaste, ils ont certainement évolué en eau salée. Cependant, s'ils ont évolué en eau salée, pourquoi ont-ils développé un glomérule? Un poisson d'eau douce est confronté à un autre problème. Sa teneur en sel est supérieure à celle de l'eau dans laquelle il vit. L'eau pénètre donc constamment par osmose. Il doit s'en débarrasser. Si vous buvez 5 verres d'eau à la suite, où finirez-vous par devoir vous rendre? Pourquoi? Parce que les reins l'évacuent par le glomérule. Ainsi, un poisson d'eau douce a besoin de cette structure. Mais certains poissons l'ont tellement désactivée que si vous les retirez de la mer et les placez dans de l'eau douce, ils meurent. D'autres, comme le saumon, ont réussi à la désactiver en mer et à la réactiver en eau douce, ce qui leur permet de remonter les rivières, de se rendre à la mer et d'accomplir toutes ces choses intéressantes. Cependant, la plupart des poissons marins ne peuvent pas l'utiliser du tout. C'est un oxymore total pour eux. N'est-ce pas intéressant? Cela m'amène à penser que si tous les poissons en sont dotés et que la plupart d'entre eux ne l'utilisent pas, alors peut-être que les conditions étaient différentes dans le passé. Cela vous semble-t-il logique? Peut-être que tout était de l'eau douce et que l'eau salée, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une conséquence de l'eau souterraine, souvent riche en sel, qui a fait surface pendant le déluge. Très intéressant. Si nous examinons nos propres reins, nous constatons qu'il existe un autre mécanisme. Nous pouvons même concentrer notre urine, de sorte que lorsque nous marchons dans le désert, et que nous devons économiser l'eau, nous disposons d'une structure appelée boucle de Henle dans le rein, qui, grâce à un système de concentration à contre-courant, concentre l'urine. Je me retrouve donc avec une urine très concentrée. Savez-vous que cette structure ne fonctionnerait pas si elle n'était pas exactement ainsi conçue? Toute mesure intermédiaire est inefficace. Elle doit être parfaite. C'est ce que nous appelons la complexité irréductible. Soit c'est parfait, soit cela ne fonctionne pas. La sélection naturelle ne peut pas le créer. Cela doit exister tel quel. Le hasard ou la conception, telles sont vos options. Et je crois que les conditions ont changé. Il y a maintenant un lion, qui est évidemment un carnivore. Oui, c'est un grand prédateur. Saviez-vous que dans certains zoos, les lions ont été élevés en tant que végétariens et qu'ils sont très dociles lorsqu'ils sont élevés en tant que végétariens? Il est intéressant de noter que les animaux élevés en tant que végétariens, même s'ils sont carnivores, vivent plus longtemps, beaucoup plus longtemps, et sont moins sujets aux maladies. Saviez-vous que les vétérinaires recommandent de ne pas donner de lait à votre chat? En effet, cela peut entraîner une insuffisance rénale. Et chez ces carnivores, le plus fort mange en premier. Et lorsqu'ils attrapent une antilope, que pensez-vous que le lion numéro 1 mange en premier? Que pensez-vous qu'il mange? Il ouvre l'estomac, le déchire, et la première chose qu'il consomme est le contenu du rumen. Il absorbe donc toutes ces matières végétales, ces vitamines et autres éléments, ce qui fait de lui le plus fort. Les autres reçoivent tout le reste et sont légèrement moins résistants. Bien entendu, il consomme également les autres aliments, mais il survit mieux grâce à ceci.
Après avoir découvert ces éléments, j'ai mené des recherches approfondies dans mes laboratoires avec mes étudiants, et j'ai parfois poussé mes étudiants à bout avec les tâches que je leur demandais d'accomplir. En effet, ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un voudrait faire de telles choses. Voici une lionne du Kalahari. Voici quelques-unes des espèces que nous avons observées. Cette créature également, est-il possible qu'elle n'ait pas été conçue à l'origine pour manger de la viande, même si elle en a désormais la capacité? Elle possède des dents de tigre et, ici, des sortes de lames qui agissent comme des cisailles pour couper quelque chose. C'est parfait pour découper la viande. Et les canines sont idéales pour tuer des organismes. C'est exact. Cependant, cette même capacité de coupe est également idéale pour couper des matières végétales résistantes. Elles peuvent donc être utilisées dans les deux cas. Cela ne signifie pas qu'elles devaient être utilisées pour ce à quoi elles servent aujourd'hui. Si l'on considère les loups qui sont à l'origine des chiens, nous avions un chien, et ce chien, bien sûr, est finalement décédé d'un déplacement de la hanche. Vous réalisez alors que votre chien a une durée de vie spécifique, car tout finit par s'affaiblir. Si vous nourrissez cet animal avec un régime végétarien ou davantage végétarien, en lui donnant généralement les restes de table, vous prolongez sa durée de vie. Vous prolongez ainsi la période de bonne santé de l'animal et réduisez la perte de calcium. Nous organiserons des conférences au cours desquelles nous présenterons les expériences menées sur des animaux, auxquels nous avons donné différents régimes alimentaires, afin d'observer la perte de calcium et le taux de perte osseuse dans leur organisme. Nous avons constaté des différences remarquables entre les animaux nourris avec des protéines végétales et ceux nourris avec des protéines animales. Nous aborderons ce sujet lors d'une prochaine conférence. N'est-il pas intéressant de constater que plus l'animal s'éloigne de son état d'origine, plus il devient disgracieux? Voici une hyène, un animal charognard assez laid, et on se demande s'il était aussi laid à l'origine. J'ai mené des recherches approfondies sur ces créatures et je suis toujours surpris lorsque je me rends dans la nature. Je les observe et je constate que celles qui sont charognardes sont généralement plus laides. Et parfois, même s'ils sont plus grands, ils ont un rang inférieur à celui d'animaux plus petits. C'est assez incroyable. Il y a donc des choses intéressantes dans la nature ici. Les chacals, certains sont jolis, mais ils ont toujours l'air rusés. Observez cette créature. Je veux dire, c'est un aigle fier, et regardez ce magnifique bec. Il est certainement conçu pour tuer. Ou encore le bec d'un hibou, ou les serres de ces créatures, ils sont certainement conçus pour manger de la viande. Tous ces oiseaux de proie, ce sont des créatures magnifiques. Voici un perroquet. Il s'agit d'un perroquet des Keys. Il vit en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez voir ici une partie de ses griffes, et voici son bec. De quoi se nourrit-il? En réalité, il déterre la racine d'une plante spécifique, puis la brise à l'aide de son bec robuste et acéré. C'est ainsi qu'il se nourrit. Un jour, en Nouvelle-Zélande, alors qu'ils construisaient des complexes immobiliers, et quelle a été leur approche? Ils ont simplement déraciné tous les arbres et construit des maisons, et soudainement, l'alimentation de ce perroquet essentiel n'était plus disponible. Et devinez ce qui s'est passé? Il a disparu. Il a modifié son régime alimentaire. À votre avis, de quoi se nourrissait-il? En réalité, il utilisait son bec semblable à une lame pour tuer des moutons. Il grimpait sur le dos d'un mouton, lui ouvrait le dos et se nourrissait de la graisse autour des reins. Cela est devenu un véritable fléau. Tant de moutons ont été tués que cela a provoqué un tollé général. Les Néo-Zélandais apprécient leur viande. Il est préférable de ne pas perturber leur approvisionnement en viande. Ils sont le plus grand pays consommateur de viande au monde. Et que s'est-il passé? Très rapidement, ils ont décidé qu'il valait mieux replanter ces arbres. Ils ont donc replanté tous ces arbres et, lorsque le régime alimentaire a été rétabli, devinez ce qu'a fait le perroquet. Je ne m'intéressais plus aux moutons.
Donc, si la source de nourriture d'origine n'avait pas été présente lorsque la première personne entreprenante est arrivée en Nouvelle-Zélande et que cette créature tuait d'autres animaux, n'aurait-elle pas pensé? Eh bien, elle est conçue pour cela, n'est-ce pas? Évidemment. Voici un adorable perroquet que nous avons attiré avec ce sac à main, et il a passé sa patte à travers pour tenter de l'attraper. Pouvez-vous observer cela? C'est une structure assez ingénieuse pour attraper une proie si elle le souhaitait, et je peux vous dire que ce bec est capable d'exercer une pression de 10 tonnes. Si vous y placez votre doigt, il l'emportera d'un seul coup de bec. Il disparaîtra. N'est-il pas possible que cette créature ait les moyens de tuer, oui ou non? Certainement. Mais à quoi lui sert son bec? Pour casser des noix. C'est à cela qu'il sert. Cependant, s'il n'y avait pas de noix, ne mangerait-il pas autre chose? Les perroquets sont probablement là pour leur aspect mignon. Voici un pacou et là un piranha. Ce dernier est un carnivore féroce et le pacou est un proche parent. Et celui-ci ne se nourrit que des graines qui tombent dans l'eau. Que se passerait-il si la Terre ne produisait soudainement plus autant qu'auparavant et qu'il n'y avait plus assez de variétés de graines pour nourrir les deux? Eh bien, peut-être changeriez-vous votre mode de vie et deviendriez-vous un prédateur. Il s'agit en fait d'espèces de pacous qui ont des dents très similaires à celles des piranhas. Et les piranhas sont également connus pour manger les graines. Ils n'étaient donc pas nécessairement conçus à l'origine pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. On y trouve toutes sortes de créatures intéressantes, comme des tamias, des écureuils terrestres et bien d'autres encore. Elles se nourrissent de graines et de plantes. Cependant, que se passe-t-il lorsque les pluies acides détruisent leurs forêts et les graines ne sont plus aussi abondantes qu'auparavant? Que feront les tamias? Ils se nourriront en fait des animaux tués sur les routes. Ils vont effectivement manger des animaux morts. Ont-ils été conçus pour manger des animaux morts? Oui ou non? Évidemment non. Cependant, ils peuvent certainement évoluer si les temps changent. Ainsi, des animaux comme les musaraignes sont aujourd'hui insectivores. Les chauves-souris sont essentiellement insectivores, mais certaines ne se nourrissent que de fruits. Il est donc évident qu'ils ont la capacité de manger autre chose. Ce sont des herbivores. Ils sont évidemment conçus pour ne manger que des végétaux. Les herbivores mangent-ils parfois autre chose que des végétaux? Oui ou non? Quelqu'un pourrait-il m'éclairer à ce sujet? Une antilope irait-elle manger un animal mort? Oui ou non? En réalité, la réponse est oui. Dans les environnements désertiques, comme le Namib par exemple, où l'on trouve des antilopes, la saison est souvent très sèche et il n'y a pas suffisamment de nourriture, ce qui modifie les besoins en calcium des animaux. Ils vont alors ronger des carcasses pour en extraire le calcium et d'autres nutriments dont ils ont besoin, ce qu'ils ne feraient pas dans des circonstances normales. On constate que les créatures s'adaptent en fonction des circonstances. Les rongeurs sont très intéressants. Ils mangent des plantes, mais ce sont des coprophages. Cela signifie qu'ils consomment leurs propres excréments. Les lapins sont coprophages. Ils font passer la nourriture 2 fois dans leurs intestins, car elle n'a peut-être pas donné les résultats escomptés la première fois. La fermentation qui a lieu dans le kékum leur pose un problème, car ils doivent la recycler, ce qui explique leur coprophagie. Nous avons mené une petite expérience, car les scientifiques affirmaient que tout cela est bien beau, mais un lion ne se distingue pas uniquement par ses dents. Il est également différent au niveau de ses intestins. Un carnivore a généralement un intestin court. C'est le cas des lions, des chiens et de tous ces animaux. La longueur de l'intestin est environ 6 fois supérieure à la longueur du tronc. Chez l'être humain, par exemple, elle est 15 fois plus longue que le tronc. Et chez un herbivore comme la vache, elle est 22 fois plus longue que le tronc. Je me demandais donc si l'alimentation pouvait avoir une incidence sur la longueur de l'intestin. Car cela a été utilisé comme argument. J'ai donc dit à mon étudiant, « Très bien, menons une étude.
Nous avons mené une étude sur les régimes alimentaires végétaux et animaux que nous avons donnés à des poulets de chair. Vous savez que dans l'industrie, certains poulets sont nourris avec de la farine de poisson, d'autres avec ce qu'on appelle des sous-produits de volaille, qui sont des plumes, des têtes et d'autres éléments broyés, et d'autres sont nourris avec des céréales. Il existe donc différents types d'alimentation dans ces industries avicoles. Nous avons adopté un régime alimentaire complet à base de protéines végétales et un régime alimentaire contenant des protéines animales, par exemple de la farine de poisson. Nous avons également évalué l'effet des antibiotiques. Nous avons donc comparé un régime végétal sans antibiotiques à un régime avec antibiotiques, car les antibiotiques ont une incidence sur les bactéries. Nous souhaitions déterminer quel était l'effet du simple fait de modifier les bactéries dans l'organisme. Cela affecterait-il la longueur de l'intestin, l'anatomie et tous ces éléments? Nous avons donc procédé de la même manière avec l'alimentation des animaux et avons ainsi obtenu 4 régimes alimentaires différents. A correspond à un régime exclusivement végétal. B à un régime végétal complété par des antibiotiques, C à un régime contenant des protéines animales, et D à un régime contenant des protéines animales et des antibiotiques. En ce qui concerne la masse carcassale, aucune différence n'a été observée statistiquement. Cela n'a pas vraiment affecté leur croissance en termes de ce que nous avons fait. En revanche, en ce qui concerne la masse intestinale, il y avait une différence notable. Ceux qui n'avaient reçu que de la nourriture végétale avaient soudainement des intestins plus volumineux. Lorsque nous avons ajouté des antibiotiques, elle a diminué. Lorsque nous avons ajouté des protéines animales, elle a diminué. Lorsque nous avons ajouté des antibiotiques à cela, elle a encore diminué. Très intéressant. Longueur de l'intestin. Nous avons en fait pris ces intestins de poulet, les avons étirés, puis avons mesuré leur longueur. Les gens pensaient que nous étions complètement déraisonnables. Cependant, voici le résultat. La longueur des intestins était la plus importante lorsque l'alimentation était exclusivement végétale. C'est intéressant. Il y avait donc plus d'espace pour absorber les aliments. Lorsque nous avons ajouté des antibiotiques, la longueur de l'intestin a considérablement diminué. Il est donc évident que lorsque les bactéries sont mortes, l'intestin n'était plus aussi performant et ne s'est pas développé comme auparavant. Lorsque nous avons ajouté des protéines animales, c'est-à-dire de la farine de poisson, à l'alimentation, la longueur de l'intestin a encore diminué. Lorsque nous y avons ajouté des antibiotiques, elle a encore diminué. Le régime alimentaire à lui seul a donc eu un effet sur l'intestin. C'est pourquoi, si vous avez un chien par exemple, et que ce chien tombe malade et souffre de divers problèmes tels que la goutte et toutes sortes de douleurs liées à l'âge, vous pouvez alors mettre votre chien au régime alimentaire plus sain, avec plus de protéines végétales et d'aliments végétaux que les autres. Au début, le chien maigrit. Puis, après quelques semaines de ce nouveau régime, il reprendra du poids et redeviendra parfaitement normal. Pourquoi? Parce que son intestin s'est probablement régénéré et qu'il a développé davantage de sites d'absorption. Ce phénomène peut donc se produire en une seule génération. Imaginez ce qui se passe sur plusieurs générations. Il existe de nombreuses publications sur ce que nous consommons réellement. Ce que nous avons trouvé très intéressant, et que nous n'avons pas étudié plus en détail, mais qui mérite vraiment d'être approfondi, c'est que la masse cardiaque était également affectée. Lorsque nous consommions des aliments végétaux, le cœur était fort et petit. Lorsque nous avons ajouté des antibiotiques, le cœur a augmenté de volume, devenant plus gras et moins sain. En ce qui concerne les protéines animales, il n'y avait pas de différence statistique entre les deux. Mais lorsque nous avons arrêté les antibiotiques, le même phénomène s'est produit. Nous nous demandons donc s'il est possible que l'augmentation des maladies cardiaques chez les jeunes soit due à leur alimentation actuelle et à tous les antibiotiques qu'ils prennent dans le cadre de leur mode de vie. C'est une question qui mérite d'être étudiée.
Ce que je souhaite souligner, c'est que votre alimentation détermine réellement votre anatomie, vos réactions et votre apparence. La masse hépatique, c'est exactement la même chose. Les foies ont grossi lorsque nous avons ajouté des antibiotiques. Je pense donc que les antibiotiques doivent être utilisés lorsque vous êtes malade, vraiment malade, et qu'il vaut mieux les éviter dans la mesure du possible. Les omnivores et les créatures de ce type ont une structure dentaire qui leur permet de s'adapter aux deux types d'alimentation. Nous pouvons donc affirmer qu'il doit y avoir des carnivores. Observez cette créature avec ses canines imposantes. Elle ressemble sans aucun doute à un prédateur, mais elle ne se nourrit que de plantes. Cela ne signifie donc pas nécessairement quoi que ce soit non plus. Les organes vestigiaux, la science nous dira « Ah oui, mais nous avons des preuves de l'évolution, car vous savez, l'appendice est un organe vestigial, et ceci est un organe vestigial, etc. » Il y en a un, et les embryons ont ce qu'on appelle des fentes branchiales et des membranes dans les yeux. Saviez-vous que la liste des organes vestigiaux compilée par l'anatomiste allemand Robert Widersheim en 1895 comprenait environ 100 organes? Parmi ceux-ci figuraient l'appendice, le coccyx et toutes sortes de structures qui ont aujourd'hui été retirées de la liste. Par exemple, le thymus figurait sur sa liste, mais il stimule le système immunitaire et active les lymphocytes T. La glande pinéale figurait également sur sa liste. La glande pinéale est très importante pour la régulation de la mélatonine, les cycles jour-nuit et le contrôle hormonal. La thyroïde était active. Nous savons aujourd'hui que sans thyroxine, vous rencontrez de graves problèmes. L'hypophyse, la glande maîtresse du corps, était également présente. L'ignorance était une bénédiction à cette époque. Aujourd'hui, lorsque nous examinons toutes ces structures, nous comprenons que l'appendice et toutes ces structures ont une fonction immunitaire. Nous pouvons vivre sans elles, car d'autres structures peuvent la remplacer. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de fonction. En ce qui concerne ces soi-disant fentes branchiales, qui apparaîtraient au premier stade de l'embryon humain, en réalité, les phases initiales du développement du conduit auditif moyen, des glandes parathyroïdes, du thymus et de toutes les structures nécessaires dont nous disposons. Il n'y a donc aucune preuve de cette soi-disant évolution. George Gaylord Simpson, l'un des fondateurs du néo-darwinisme, a écrit « Haeckel est le scientifique qui a déclaré que les embryons que nous observons récapitulent tout. A mal interprété le principe évolutif en question. Il est désormais clairement établi que l'ontogenèse ne répète pas la phylogénie. » C'est une affirmation très importante. Il croyait que l'on pouvait voir dans les embryons que nous étions passés par un stade de poisson, puis par ce stade, puis par cet autre stade, jusqu'à ce que nous devenions des êtres humains. En réalité, c'est une absurdité, car si l'évolution était vraiment vraie, alors le poisson aurait donné naissance à autre chose, et le poisson aurait disparu, et cela aurait donné naissance à autre chose, et ces gènes auraient disparu, etc., ainsi de suite. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas modifier le gène et conserver l'original, donc cela ne fonctionne pas. Dans un article publié dans American Scientist, nous pouvons lire « Il ne fait aucun doute que la loi biogénétique est définitivement caduque. Elle a finalement été retirée des manuels de biologie dans les années 50 en tant que sujet d'étude théorique sérieuse. Elle avait disparu dans les années 20, mais on la trouve encore dans les manuels à ce jour. » Pour résumer, je vous propose donc ce qui suit. Le monde était parfait lorsqu'il a été créé, et chaque créature sous le soleil disposait d'une source de nourriture. Puis, le péché est apparu. Les choses ont changé. Les sources de nourriture ont diminué. De nombreux animaux ont disparu. Ceux qui ont pu s'adapter à une autre situation l'ont fait, mais cela ne signifie pas qu'ils étaient conçus pour être ainsi dès le départ. Ceux qui n'ont finalement eu d'autre choix que de survivre au sein d'autres créatures sont devenus des parasites. Cependant, ils n'étaient pas initialement conçus pour être des parasites. À présent, avec ces nouvelles connaissances, mettez-vous à la place de Darwin. Que diriez-vous? Je dirais impressionnant. Un jour, le lion mangera comme le panda. Sa source de nourriture sera rétablie et il mangera ce qu'il est censé manger, car cela sera à nouveau disponible.
Un jour, tout ce que nous observons aujourd'hui et qui nous rappelle la douleur, la souffrance, et toutes ces choses disparaîtra. Car la terre sera restaurée et recréée à neuf. Et je n'ai aucune raison scientifique de douter de la véracité des paroles de Dieu. Contrairement à Darwin, qui a observé le côté sombre et déclaré qu'il n'y avait pas d'amour ici, je peux observer le côté sombre et affirmer qu'il y a de l'amour. Les choses ont changé à cause du péché. Et pour nous rappeler le péché, et pour créer en nous l'espoir d'un monde meilleur, afin que nous puissions nous tourner vers Dieu et lui demander de nous purifier, afin que nous puissions faire partie de cette nouvelle création. Il s'agit simplement d'une perspective différente, utilisant les mêmes informations, et le choix vous appartient. Vous pouvez vous promener dans le champ et étudier les épines et les chardons. Ou vous pouvez choisir de regarder la rose. Le choix vous appartient. Vous pouvez vous concentrer sur le côté sombre, ou vous pouvez vous concentrer sur le côté lumineux. Dieu a laissé tout cela là pour nous rappeler la beauté du passé. Cependant, il a également permis que le négatif suscite un désir d'amélioration. Choisissez, je vous remercie.